Bienvenue sur cette série de tutoriels d'initiation à R. Vous trouverez l'ensemble des supports associés à ces tutoriels ainsi que des matériaux supplémentaires sur mon blog, dont l'adresse est indiquée ci-dessous. Commençons très modestement avec une introduction. Oui, une introduction à l'initiation. On va y aller mollo pour commencer. R, c'est un langage de programmation et un environnement mathématique qu'on utilise principalement pour le traitement de données et l'analyse statistique. Il est libre, c'est-à-dire que l'ensemble des codes et fonctions qui constituent le langage R peuvent être non seulement utilisés par tout le monde, mais aussi examinés, épluchés, commentés, modifiés par quiconque dans la mesure évidemment où il est capable techniquement de le faire. En outre, tout le monde a droit de contribuer à R en écrivant ce qu'on appelle des packages, qui sont des ensembles de fonctions visant à réaliser une tâche particulière. Il est en outre gratuit, et ça c'est un atout que je n'ai sans doute pas besoin d'expliciter. R permet de réaliser des calculs, des tris, des croisements de données, de très nombreux types de graphiques. Il va vous permettre d'automatiser vos traitements et de les rendre reproductibles, d'ajuster des modèles et de faire tourner des simulations, de réaliser un très large éventail de traitements statistiques, et ça c'est sa raison d'être originelle, et il va désormais également pouvoir vous servir à écrire des rapports et des pages web et à produire des diaporamas. De ce fait, R permet de remplacer un certain nombre, voire un nombre certain d'outils logiciels en remplissant les fonctions de calculatrice, tableur, langage de programmation, logiciel de statistique, logiciel de dessin, éditeur de documents mixtes, comprenant du texte entremêlé de résultats, par exemple des graphiques, des cartes, des tables, etc. Du coup, me direz-vous, pourquoi est-ce que tout le monde n'utilise pas R ? Eh bien, c'est principalement parce qu'il est de prime abord relativement difficile à prendre en main. On dit souvent que sa courbe d'apprentissage est abrupte. Notamment pour les personnes qui ne sont pas habituées aux logiques de programmation et qui travaillent principalement avec des logiciels clic-bouton, passer à la logique de travail en ligne de commande, ça n'est pas forcément évident. Mais pas de panique, si vous êtes là, c'est que vous voulez prendre le temps d'apprendre, donc ça va bien se passer. Au lancement de R, on a ce genre de fenêtre qui s'affiche. C'est la console. En anglais, on peut appeler ça le GUI. Non pas le RGUI pour le mec qui fait du R, mais GUI pour Graphical User Interface. En bref, on a une fenêtre avec un menu assez rudimentaire, un petit texte introductif et un signe qui vous invite à entrer votre commande. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle, je vous le donne en mille, l'invite de commande. J'ai donc entré un exemple de commande dans cette zone. Dans ce document, plutôt que de faire des captures d'écran qui prennent beaucoup d'espace pour pas grand chose, je vous montrerai les commandes entrées sous R sur un fond jaune et les résultats correspondant sur un fond rose, comme ça. Ici, si j'entre ma commande qui est de calculer 2 plus 2 et que j'appuie sur Entrée, j'ai le résultat, à savoir 4, qui s'affiche. Ne faites pas attention au 1 entre crochets pour l'instant, je vous expliquerai plus tard à quoi il correspond. Au passage, voici quelques remarques quant au fonctionnement de la console R. Vous pouvez ajouter des commentaires à vos lignes de commande à l'aide du signe dièse. Tout ce qui est placé derrière ce signe est sans effet sur l'interpréteur R. En revanche, ajouter des commentaires à vos scripts vous permettra de vous remémorer le pourquoi du comment et de reprendre après quelques jours, semaines ou mois consacrés à un autre projet, ce que vous aviez voulu accomplir avec telle ou telle ligne de commande. Au cours d'une session de travail, dans la console, vous pouvez rechercher une commande que vous avez exécutée peu de temps auparavant à l'aide de la flèche haut. Vous pouvez aussi revenir aux commandes exécutées plus récemment avec la flèche bas, et vous naviguez ainsi dans ce qu'on appelle l'historique des commandes. Enfin, si à un moment donné vous constatez que l'invite de commande s'est transformé en plus, c'est que la ligne que vous avez tenté d'exécuter correspond à une commande incomplète. Dans ce cas, 2 possibilités. Soit vous complétez la commande avant d'appuyer sur Entrée, si vous voyez ce qui lui manque, soit vous appuyez sur Échappe pour pouvoir repartir du bon pied. Quand on exécute une commande sous R, on peut en observer le résultat à la volée. Le calcul est fait, le résultat s'affiche dans la console, mais on ne peut pas récupérer ce résultat pour en faire autre chose. Pour pouvoir récupérer ce résultat, on va devoir lui assigner un nom. C'est ce que je fais ici en créant 2 objets que j'appelle A et B. Remarquez au passage que lorsque j'effectue mes 2 calculs et que je leur assigne les noms A et B, pour le coup, rien ne s'affiche dans la console. Pourtant, les 2 résultats ont bien été capturés dans les objets A et B. En l'occurrence, on peut considérer que pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pour assigner un nom à un objet, on peut utiliser les opérateurs égal ou flèche vers la gauche, opérateurs composés des signes inférieurs à et -o.
Pour certaines raisons que je ne développerai pas ici, les puristes préfèrent utiliser l'opérateur flèche vers la gauche, tandis que les paresseux préfèrent l'opérateur égal, puisqu'il est 2 fois moins long à taper. J'appartiens, je l'avoue, à cette dernière catégorie. R étant sensible à la casse, les objets pouet-pouet tout en minuscule et pouet-pouet commençant par une majuscule seront 2 objets différents. Il est de ce fait plutôt commode d'avoir ces petites habitudes en matière de nommage d'objets, en mettant toujours tout en minuscule par exemple, et de s'y tenir. Enfin, notez que si vous utilisez plusieurs fois le même nom pour plusieurs objets différents, l'objet le plus récent viendra écraser le plus ancien, et ce sans que R ne vous prévienne de quoi que ce soit. Revenons à ces 2 lignes de commande par lesquelles je crée 2 objets A et B. Je vous ai déjà dit que, quand bien même rien ne s'affiche dans la console, la commande est bien exécutée. De ce fait, les objets A et B font désormais partie de l'environnement. Pour filer la métaphore de l'objet papillon, on peut considérer que l'environnement est une sorte de tableau de chasse. Mais ne vous inquiétez pas, aucun objet n'a subi de mauvais traitement dans ce processus. Pour lister l'ensemble des objets de l'environnement, on peut utiliser la commande ls, suivie de parenthèses vides. On retrouve alors tous les objets que j'ai créés depuis le début de ma session de travail. A, B, pouet-pouet en minuscule, pouet-pouet avec une majuscule et tut-tut. On verra plus tard que RStudio permet également de visualiser ce tableau de chasse d'une manière un peu plus pratique. Pour afficher les objets que l'on a créés dans la console, on peut simplement taper leur nom puis entrer. Dans certains contextes, par exemple quand on écrira des fonctions, on devra forcer l'affichage des objets en faisant explicitement appel à la fonction print. Dans ce cas, on tapera print entre parenthèses le nom de l'objet. Évidemment, quand on crée des objets, le but ultime n'est pas de les afficher dans la console. Cet affichage vise en fait plus vraisemblablement à vérifier le contenu de ces objets, avant de les réutiliser pour autre chose. Ici, je réutilise mes objets A et B pour en calculer la somme, par exemple. Je vous ai déjà parlé de l'historique, qui vous permet de conserver la trace des différentes commandes que vous avez exécutées pendant une session de travail. Cet historique peut être conservé sous forme d'un fichier dont l'extension est .rhistory. Cependant, l'historique contient absolument toutes les commandes que vous avez exécutées, y compris celles qui ont généré des erreurs ou celles qui correspondent à vos tâtonnements successifs pour trouver les commandes qui vous conviennent réellement. Il peut ainsi être utile en tant que mémoire à très court terme, mais pas tellement plus. Pour garder la trace des commandes qui vous sont réellement utiles, vous allez en fait les conserver dans ce qu'on appelle un script. Un script R, c'est un fichier qui se présente comme un banal fichier texte, mais qui a pour extension .r. Pour créer et modifier des scripts R, le mieux est de le faire dans un logiciel comme RStudio. En effet, RStudio, c'est un environnement de développement intégré pour R, c'est-à-dire qu'il est conçu non seulement pour vous permettre d'éditer vos scripts, mais également pour les exécuter et vous fournir tout un tas de fonctionnalités qui vont vous rendre le travail avec R plus confortable. On aurait vraiment tort de se priver de ce confort quand on travaille avec R, d'autant que RStudio est lui aussi libre et gratuit. Quand on ouvre RStudio, voilà le genre de fenêtre qui s'affiche. Ici, je vais commencer par créer un nouveau script pour avoir l'organisation classique de RStudio qui divise la fenêtre en 4 sous-parties. En bas à gauche, vous avez la console R. On la retrouve en fait telle qu'elle était quand on a ouvert R seul. La seule différence, c'est qu'elle est maintenant enrobée par les fonctionnalités de RStudio. En haut à gauche, vous avez la partie où vous allez éditer vos scripts. Cette partie se présente un peu comme un éditeur de texte classique, comme Notepad par exemple, sauf qu'il est conçu comme un éditeur de script R et qu'à ce titre, il connaît sa syntaxe et son dictionnaire entre guillemets. Ainsi, quand vous éditez un script, vous allez voir que certaines choses sont mises en place pour vous faciliter la tâche, comme par exemple la coloration syntaxique qui vous permet de relire plus facilement votre code, ou l'autocomplétion qui vous propose la manière la plus probable de terminer la commande que vous avez commencé à taper. Par exemple, si j'ai l'intention de lister les objets de l'environnement et que je tape ls parenthèse ouvrante, RStudio complète automatiquement cette commande avec la parenthèse fermante qui correspond. Si je veux utiliser la fonction médiane et que je commence à taper son nom, je me vois proposer l'ensemble des fonctions qui commencent de cette façon, ou du moins celles qui font partie des librairies que j'ai installées. Ici, je peux sélectionner la suggestion qui me convient à l'aide des flèches haut ou bas, puis tabulation pour confirmer. J'ai plusieurs possibilités pour envoyer les lignes de commande du script vers la console afin qu'elles soient exécutées.
Je peux me placer sur une ligne de commande et l'exécuter en appuyant sur le bouton Run, ou je peux utiliser le raccourci clavier CTRL plus Entrée pour envoyer la ligne vers la console. Je peux sélectionner plusieurs lignes de commande et les envoyer de la même manière, bouton Run ou CTRL plus Entrée. Je peux aussi envoyer l'ensemble de mon script en le sourçant, bouton Source ou CTRL plus A, CTRL plus Entrée. Souvent, les débutants que j'ai en cours vont à un moment ou à un autre faire la confusion entre l'existence d'une ligne de commande qui vise à créer un objet et l'existence de l'objet lui-même. Ici, par exemple, l'objet D n'existe pas encore. J'ai certes déjà écrit la ligne de commande qui me permettra de le créer, mais je ne l'ai pas encore exécuté, et de ce fait, tant que ce sera le cas, l'objet D ne fera pas partie de l'environnement. En parlant d'environnement, justement, on le retrouve dans la partie en haut à droite de la fenêtre. Je peux ainsi examiner l'ensemble des objets créés précédemment, ici A, B et C, ainsi que leurs valeurs. Un autre onglet correspond à l'historique de mes commandes. En bas à droite de la fenêtre, on trouve plusieurs onglets bien utiles. Le premier correspond à un explorateur de documents. Le deuxième contient les graphiques produits, ici un exemple tout bête. Le troisième a trait au package et le quatrième contient l'aide relative aux fonctions. Je reviendrai dans des vidéos ultérieures sur l'utilisation de ces fonctionnalités.